Bonjour à tous et bienvenue pour ce cours numéro 11 de programmation C. Alors on va voir aujourd'hui les principes élémentaires à propos des pointeurs de fonctions et on parlera ensuite de généricité, une utilisation directe des pointeurs de fonctions pour écrire du code générique et réutilisable. Alors on y va. Donc les pointeurs de fonctions. Alors vous savez que en C vous pouvez manipuler divers types d'objets, divers types d'entités. Donc vous avez des variables d'un type scalaire que vous pouvez manipuler, c'est-à-dire vous pouvez lire leurs valeurs, modifier des valeurs de variables d'un tel type. Vous pouvez également manipuler des tableaux, des variables d'un type structuré et ainsi de suite. Les adresses sont également des objets manipulables, puisque vous savez tous que vous pouvez représenter une adresse avec un type pointeur. Et sur ces types pointeurs, eh bien, vous pouvez faire des affectations d'adresses, vous pouvez également faire des déréférencements pour accéder aux valeurs pointées. Donc en tout cas, les adresses sont également des objets au même titre que les autres. Alors, en C, vous avez aussi des fonctions. On écrit presque dans l'intégralité de nos programmes des fonctions, mais ce sont des objets avec un statut un petit peu à part, puisque les fonctions en C ne sont pas des entités directement manipulables, comme les entiers ou les autres valeurs qu'on vient de citer. Alors ça c'est une particularité du C, parce que dans d'autres langages un petit peu plus haut niveau que le C, eh bien les fonctions ont un statut similaire aux autres objets. En C, ça n'est pas le cas. Cependant, il y a quand même un moyen de manipuler des fonctions, en tout cas de faire partiellement la plupart des autres choses que l'on peut faire avec les autres types d'objets, quand on regarde une fonction par l'intermédiaire de son adresse. En effet, une fonction, en C, elle possède une adresse en mémoire. Alors ça c'est logique parce que quand vous lancez votre programme, vous avez en fait le code de votre exécutable. Alors c'est pas du code C, mais ça va être du code machine qui va être en mémoire. Et en fait, les fonctions que vous avez écrites dans votre programme, leur code est en mémoire. Et donc, comme leur code est en mémoire, il a une adresse. Donc ça veut dire que en C, on va pouvoir manipuler des adresses, et exactement comme les pointeurs, l'adresse d'une variable, elle est connue à l'exécution. Là, c'est pareil pour les adresses des fonctions. On pourra les connaître, on pourra les connaître en tout cas symboliquement, c'est-à-dire y faire appel par le biais d'un identificateur pour faire des affectations, etc. Et également des appels de fonctions par le biais de leur adresse. Alors ça peut vous paraître un petit peu abstrait, mais vous allez voir que ces notions-là sont finalement assez simples et on va les illustrer dans la suite. Donc voilà, pour résumer, une fonction possède une adresse exactement comme toute variable et on va pouvoir utiliser cette espèce de poignée qu'on a sur les fonctions pour faire un traitement dessus. Vous allez voir dans quelques instants les différentes choses qu'on peut faire. Et donc quand vous avez une adresse sur une fonction, donc une adresse dont la valeur est une fonction, la valeur pointée est une fonction, eh bien on parle de pointeur de fonction. Vous allez voir qu'il y a toute une syntaxe pour les définir, pour les déclarer. On va tout d'abord s'intéresser à accéder à l'adresse d'une fonction qui a déjà été écrite. Donc, si vous avez FCT, qui est un identificateur d'une fonction, donc vraiment une fonction que vous avez écrite vous-même dans votre programme, eh bien, vous pouvez utiliser l'opérateur e-commercial que vous connaissez bien pour accéder à l'adresse d'une entité. Ici, ce sera l'entité FCT qu'on va observer. Donc là, ça va plus exactement, pour parler rigoureusement, vous avez ici affaire à une expression dont la valeur sera l'adresse de la fonction FCT. Alors, ici, vous avez un petit exemple qui illustre bien les choses. Là, vous avez donc un programme vraiment complet. Vous voyez, vous avez le main aussi qui apparaît là, le include stdio.h. Donc là, on est en train de définir deux fonctions, somme et produit. Et ce qu'on fait ici, eh bien, c'est que par deux printf successifs, on affiche l'adresse de somme. Donc vous voyez là, on accède vraiment à somme par le biais du e-commercial. D'accord, donc c'est exactement une application directe de la syntaxe précédente. Et on affiche donc
son adresse. Donc on affiche la valeur de e-commercial sum. Alors rappelez-vous, pour afficher des adresses, on aime bien en général quand on veut une notation un peu compacte, afficher l'adresse en base 16, donc en hexadécimal. Donc pour ça, vous utilisez %p qui est fait pour être bien typé pour les adresses et les afficher donc en hexadécimal, et ça vous affiche donc pour somme cette adresse-ci, et pour produit cette adresse-là. Vous voyez qu'elles sont assez proches en mémoire, hein. Ça, c'est pas un hasard. Vous avez évidemment des considérations d'alignement de mémoire également qui apparaissent pour les fonctions, mais là, la théorie, elle est bien plus complexe que pour les types structurés, chose qu'on a commencé à voir la semaine dernière. Donc ici, on ne parlera pas d'alignement de mémoire des fonctions, parce que là, ce serait presque un cours de compilation ou d'architecture des ordinateurs, donc c'est pas vraiment le propos. En tout cas, vous pouvez observer que vous avez des adresses qui sont assez proches. Et là, je vous invite à regarder un exercice assez simple, lancer le programme plusieurs fois et essayer de voir si vous avez à chaque fois les mêmes adresses qui apparaissent. Donc je ne donne pas la réponse ici, expérimentez, hein, il suffit de recopier ça, de le compiler, de l'exécuter plusieurs fois, voir si vous avez à chaque fois les mêmes réponses. Rappelez-vous, on avait fait un exemple dans les derniers cours où on affichait des adresses de variables et on avait pu observer qu'au fil de plusieurs exécutions, on avait des adresses différentes. Donc là, ma question, c'est est-ce qu'on a le même comportement ici pour les fonctions? Alors, petite note importante, juste d'un point de vue quand même syntaxique, aux lignes 9 et 10, donc ce sont ces deux lignes-là, en fait, vous auriez pu écrire sans avoir d'erreur de compilation les mêmes lignes en omettant les e-commerciaux ici. Voilà. Pourquoi? Parce que le compilateur, il sait que dans tous les cas, les fonctions ne sont manipulables que via leurs adresses. Et donc, quand il va voir un identificateur somme tout simple, il va comprendre qu'en fait, c'est l'adresse de la fonction qu'on est en train de regarder. Donc ça veut dire qu'il va compléter lui-même avec des commerciaux, donc vous pouvez les mettre ou pas, c'est vraiment au choix. Moi je vous conseille de prendre une convention et de vous y tenir, et d'être homogène. Voilà. Très bien, donc ceci étant dit, maintenant on va regarder comment on peut déclarer des variables qui sont vouées à être des pointeurs, mais pas des pointeurs vers n'importe quoi, des pointeurs de fonctions. Voilà, donc on va aller à gauche, on va regarder ici ce petit bout de code. Alors juste un petit rappel tout bête, pour déclarer un pointeur classique, par exemple un pointeur vers un caractère, vous écrivez simplement char étoile et le nom ici de votre identificateur. Donc nous on va faire l'analogue pour une variable pointeur vers une fonction. Donc ça, si je vous commente, là vous avez une variable pointeur ptr vers un caractère. Voilà. Donc maintenant, pour avoir l'analogue vers une fonction, un pointeur vers une fonction, ça suffit pas de dire que vous voulez un pointeur vers une fonction. Il faut impérativement spécifier le comportement entrée-sortie de votre fonction. C'est-à-dire qu'il faut donner son prototype, ou en tout cas sa signature. C'est-à-dire qu'il faut donner le type de retour et les types de ses paramètres. Donc là, pour obtenir une variable pointeur de fonction vers une fonction, mettons pour l'exemple qui vous renvoie un float, vous allez écrire float. Donc là, vous voyez ici à droite, ce que vous avez là, c'est le type de retour de votre fonction pointée. Ici, vous mettez votre identificateur avec une étoile devant. Donc je vais l'appeler par exemple ptrf. D'accord, donc vous voyez que l'étoile fait partie intégrante de l'identificateur. Vous voyez qu'on le met ici, on ne le met pas ici devant. Parce que si j'avais mis une étoile ici, ça aurait voulu dire que mon type de retour, ce serait un float étoile. D'accord? Donc c'est vraiment pas la même chose, hein. Je vais faire l'exemple juste après. Donc voilà, là vous avez ptrf, et vous mettez ici la liste des entrées dans l'ordre, évidemment, premier jusqu'au dernier. Donc ici, mettons, vous avez comme première entrée un int, deuxième entrée un char et dernière entrée un int. Voilà. Là, vous avez déclaré ici, exactement de manière analogue à ça, un pointeur. Mais un pointeur ici qui n'est pas vers un caractère, mais vers une fonction qui renvoie un float et qui prend 3 arguments, int, char et int. Donc ça, je vais vous l'écrire rapidement. Donc variable, pointeur ptrf vers une fonction. Donc on va faire une documentation un peu plus propre, qui prend un int
un char et un int et qui renvoie un int. Alors pour les bonnes habitudes, en général, on documente avant l'identificateur et donc on va le faire ici. Voilà. Donc vous avez ça, et juste un autre exemple, comme je vous ai dit, si vous avez un pointeur de fonction pour une fonction qui vous, mettons, qui vous alloue un tableau, donc qui va vous renvoyer un int étoile par exemple, vous allez plutôt écrire ça, donc float étoile, par exemple ici ptr ftab, voilà, je l'appelle vraiment comme je veux, c'est un identificateur, et là on va dire ça prend une taille, int, et ça prend une valeur initiale, mettons, pour remplir votre tableau, voilà, donc vous avez ceci. Et ça, si on ne s'est pas trompé, ça va compiler avec toutes nos options. Donc là, on est fichier cm11.c. Voilà, là, vous avez des warnings parce que vous avez des variables qui ne sont pas utilisées, puisqu'on les a déclarées uniquement, mais tout va bien. Voilà, donc retenez bien cette syntaxe-là. Et je vous invite dès à présent à regarder dans le livret d'exercice l'exercice 8.1. Donc je compte sur vous, regardez-le. Certains groupes de TP l'ont fait, mais la plupart non. Donc si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est important. Exercice 8.1, c'est de la déclaration de pointeur de fonction. Voilà, donc pas très difficile, hein, c'est juste de l'application directe du cours. Donc regardez bien ça en détail et n'hésitez pas à poser des questions par mail ou sur Discord si vous en avez besoin. Donc voilà, donc ça on l'a dit, vous avez donc accès dans la suite de votre programme à l'identificateur FCT voué à être affecté ou à être utilisé comme une fonction qui admet la signature spécifiée. Alors un autre exemple ici, là on déclare une fonction, on définit une fonction moyenne. Voilà, là on déclare un pointeur de fonction qui possède la même signature que moyenne, vous voyez float en retour et int comme entrée. Et après on peut utiliser ça comme ça, c'est-à-dire qu'on peut affecter à votre pointeur de fonction l'adresse de moyenne, donc ça veut dire qu'en fait votre pointeur de fonction moy, il va pointer au même endroit de la mémoire que l'endroit pointé par moyenne. Et donc en fait, si vous voulez, vous avez un alias ici, moy, ça devient un alias de moyenne, et donc vous pouvez appeler la fonction moyenne par l'intermédiaire de moy ici. Vous voyez, donc vous pouvez écrire moy 2,3, et ça va bien vous renvoyer la valeur souhaitée. La moyenne donc entre 2 et 3. Voilà, donc ici, on est en train de vous dire que pour la clarté du code, on va mentionner tous les commerciaux, mais vous allez voir que dans la suite des diapos, ce ne sera pas forcément parfaitement suivi. Donc ne soyez pas déroutés, je répète, les commerciaux, vous les placez ou vous les placez pas à ce stade-là, ça ne pose pas de difficulté pour le compilateur. Alors on peut évidemment maintenant, comme on a accès à ces adresses, eh bien les placer un petit peu là où on veut. C'est-à-dire que vous pouvez très bien déclarer un type structuré dans lequel vous avez des champs qui sont des pointeurs de fonction. Et là, on a tout un univers de nouvelles possibilités qui s'offrent à nous, parce qu'on va pouvoir créer des types nettement plus complexes. Alors, on va faire un petit exemple ici. C'est un exemple un petit peu abstrait, mais qui est quand même très intéressant pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec simplement avec des variables qui embarquent des fonctions à l'intérieur d'elles-mêmes. Ici, vous avez le type structuré suite. Suite comme suite d'entiers. Vous connaissez les suites d'entiers en mathématiques. Voilà, les suites arithmétiques, les suites géométriques, mais aussi des suites un petit peu particulières comme la suite de Fibonacci, par exemple, qui rentrerait dans cette catégorie d'objets. Et vous savez tous qu'une suite, en mathématiques, c'est un objet qui est infini. Parce qu'en général, une suite, y a un début, c'est en général le terme pour 0, le premier terme, mais il n'y a pas de fin. Donc vous pouvez calculer n'importe quel terme d'une suite pour n'importe quel petit n, ça reste en général bien défini. Donc là, on peut se dire que c'est un peu particulier de représenter ça, parce que un objet infini, en informatique, c'est souvent dit comme inaccessible. En fait, c'est complètement faux. En informatique, vous pouvez très très bien représenter des données infinies. C'est ce que vous faites par exemple en théorie des automates. Vous prenez un automate,
pourvu qu'il ait des boucles, en tout cas des cycles, ça vous permet de représenter des ensembles de mots infinis. Des ensembles, pardon, infinis de mots, qui eux-mêmes sont finis quand même. Hein, vous prenez un automate assez complexe, bah, ça vous permet de reconnaître en général une infinité de mots qui appartiennent au langage qu'il spécifie. Donc souvent en informatique on aime bien et on cherche à faire ça, c'est-à-dire avec des données compactes, représenter un ensemble infini d'objets. Voilà. Et un moyen de faire ça, en tout cas dans l'exemple qui nous occupe, c'est d'écrire un moyen de calcul pour calculer les objets de notre ensemble infini. Si vous avez un procédé pour calculer vos objets, eh bien vous pouvez voir ce procédé comme une façon de représenter votre ensemble infini. C'est exactement le paradigme qu'on adopte ici. Pour représenter une suite d'entiers, on va expliquer comment calculer le terme suivant à partir d'un terme donné ici. Donc en fait, vous avez la fonction tsuive qui est un champ de votre type qui va prendre le terme courant de la suite et qui va vous renvoyer le terme suivant. Alors j'explique. Ici sur un exemple, je pense, assez simple. Vous voulez représenter la suite des puissances de 2. Donc pour ça, vous connaissez tous que la suite des puissances de 2, donc c'est 2 puissance 0 qui fait 1, ensuite 2 puissance 1, et ainsi de suite. Donc je pense que vous les connaissez par cœur au moins jusqu'à 1024, je pense. Voilà, donc là vous avez ici les quelques premiers termes, les 8 premiers termes de la suite. Et en fait, vous savez que pour passer d'un terme à indice n, pour passer au terme à indice n plus 1, ce qu'il faut faire, c'est multiplier, je vais agrandir un petit peu, c'est multiplier le terme précédent par 2. Donc c'est la transformation x2 qui vous permet de passer donc, de calculer à n plus 1. Donc lui, il est égal à 2 fois le terme précédent. Donc voilà, pour terme suivant égale 2 fois terme courant. Donc, vous pouvez voir ça finalement comme une façon de spécifier votre suite à condition de connaître le premier terme. Et le premier terme, lui, c'est ce qui est codé par ce champ-là, le champ t. Donc l'idée, c'est que vous allez commencer par t égale à 1 pour représenter votre suite de puissance de 2. Vous avez t égale à 1. C'est votre terme courant, qui est aussi ici le terme initial. Ensuite, vous voulez calculer le prochain terme. Vous allez appliquer donc cette transformation-là. Et vous allez donc remplacer le terme courant par 2 fois l'ancien terme courant. Donc là, vous avez 2. Vous remultipliez par 2, vous avez 4, et ainsi de suite. Donc avec la transformation plus le terme initial, vous avez une façon de coder votre suite d'entiers. Voilà, donc c'est pas forcément très subtil, mais c'est une façon de faire pour représenter en tout cas un certain nombre de suites possibles. Voilà, donc ici un exemple complet qui illustre ce qu'on a expliqué ici, mais avec du code. Donc là ici vous avez une fonction qui est la fonction suivant. Elle prend donc un objet de type suite. Donc vous voyez ici on fait un passage par adresse parce que je vous rappelle que on a mis en évidence lors du dernier cours que les types structurés doivent toujours être passés par adresse pour des gains, pour des considérations d'efficacité. Donc suite étoile S. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va renvoyer le prochain terme. Et pour ce faire, en fait, on va mettre à jour le terme courant de notre variable S par l'image du terme courant actuel via la fonction S flèche T suive. Donc on fait un appel à ce champ-là. Et on renvoie cette valeur-ci. Voilà. Et donc pour coder notre suite, on code ici notre transformation x2. Et ici, vous voyez là, vous avez donc une instantiation de votre suite. Donc le premier terme, c'est 1. Sa fonction de transformation, c'est la multiplication par 2. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'on calcule les 6 premiers termes de la suite. I égale à 0 jusqu'à 5. Printf %d suivant de l'adresse de S. Et donc ça vous affiche bien de 2 puissance 0 à 2 puissance 5. Voilà.
Donc prenez le temps de bien comprendre cet exemple-là, réimplantez-le, refaites l'exemple par vous-même et essayez de voir un petit peu ce que vous pouvez coder ici comme autre suite. Vous pouvez coder des suites arithmétiques, vous pouvez coder des suites géométriques, un peu comme on l'a fait ici, et quelques autres exemples, des transformations affines également par exemple. Voilà. Donc c'est un exemple qui est un peu abstrait mais qui est intéressant. Donc on a vu que vous pouvez avoir des champs pointeurs de fonctions au sein d'un type structuré. Et maintenant, on va voir qu'on peut également avoir des tableaux de pointeurs de fonctions. Alors, ici, ça soulève la question de tout d'abord déclarer un type pointeur de fonction. Puisque pour déclarer proprement des tableaux de pointeurs de fonctions, on va commencer par faire un typedef. Vous voyez qu'en fait, en C, vous avez les typedef alias. Donc une déclaration de type alias, ça revient à écrire un typedef comme ceci. Alors vous connaissez, juste entre parenthèses, les typedef struct. Ça, c'est pas un alias, c'est une déclaration d'un nouveau type. Vous avez les typedef enum également, que vous connaissez, on les a aussi appliqués en TP. Mais les alias, ça rentre pas dans cette catégorie, c'est juste typedef. Ici, vous avez un ancien type que vous mettez ici, et là vous avez un nouveau nom. Donc c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire un typedef, mettons unsigned int, et vous pouvez l'appeler uint. Donc ici vous avez le unsigned int. Le unsigned int ici c'est votre ancien type, et votre nouveau nom, c'est uint. Dans la suite de votre programme, vous pouvez écrire uint au lieu d'écrire unsigned int. Donc vous allez gagner pas mal de place. Et en fait, vous connaissez très bien ça parce que vous avez fait des typedef unsigned long mot 64. Alors j'ai oublié les points-virgules, mais vous avez, je pense, complété vous-même. Ce type-là, c'était un type que vous avez vu dans le TP des 8 dames pour représenter des mots de 64 bits. Donc c'est toujours plus agréable d'écrire juste mot 64 au lieu d'écrire cet assemblage de caractères là. Donc là c'est exactement la même idée, on va écrire un typedef. Donc mettons que là vous souhaitez déclarer un type pour les fonctions qui prennent un int et qui vous renvoient un int. Donc vous allez écrire ça. Donc int. Ici on va écrire donc un type, on avait dit qu'on mettait une majuscule pour différencier les identificateurs de type des identificateurs de variables. Donc ici, je vais par exemple l'appeler fonction int. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Et là, vous mettez int, parce que je vous expliquais que ça prend un int et ça renvoie un int. Hein, c'est ce qu'on voulait faire. Alors, j'ai mal disposé l'étoile, voilà. On a ceci, donc on va essayer de compiler ça. Donc là, ça marche très bien. Vous avez donc votre type fonction int. Alors ici, attention, cet identificateur-là, c'est pas un identificateur de pointeur de fonction comme on l'avait en bas ici. Là, cet identificateur-là, c'est un identificateur de type. Donc je peux déclarer une variable du type donné, comme ceci, donc fonction int f. Voilà, et donc f, c'est un identificateur d'un pointeur sur une fonction qui prend un int et qui renvoie un int. Voilà, donc là encore une fois ça compile bien, vous avez toujours les warnings et des variables inutilisées. Toujours dans l'exercice 8.1, eh bien vous avez pas mal, ça tourne pas mal aussi autour de ce genre de choses, hein. Il va falloir déclarer des tableaux, on verra dans quelques instants comment, mais ça passera toujours par la déclaration d'un type alias pour segmenter les déclarations et les faire proprement. Donc voilà, donc vous savez maintenant déclarer des types pointeur de fonction, donc c'est très bien. Et on va maintenant pouvoir en faire des tableaux, exactement comme on le fait habituellement. Donc ici un tableau statique, eh bien vous mettez le type, le nom du tableau et sa taille. Donc pas de problème ici. Donc là je peux faire exactement la même chose, donc fonction int qui va s'appeler donc tab f de taille 1024. Voilà, là vous avez un gros tableau de pointeur de fonction. Et ça encore une fois, ça compile bien. Alors, juste au passage, je vous déconseille fortement d'écrire les choses comme ça, mais je vous donne quand même la syntaxe pour pouvoir relire du code existant
que vous n'avez pas écrit vous-même, vous pouvez très bien fusionner ces deux étapes-là en une seule étape, à savoir la déclaration du type, qui elle, de toute façon, n'apparaît pas, mais elle est incluse là-dedans, et la déclaration du tableau de cette façon-là. Mais là, c'est vite illisible, hein. Donc là, vous avez ici l'identificateur qui est le même que celui-ci, mais le type FCT n'a pas été déclaré ici. Voilà, donc ça, je vous déconseille évidemment de le faire, donc vous n'êtes même pas obligé d'apprendre, mais sachez que ça existe quand même. Alors un petit exemple assez intéressant, on va utiliser un pointeur de fonction pour manipuler des entiers de différentes façons. Vous allez comprendre ce qu'on est en train de dire par là. Donc là on fait un typedef opb comme opération binaire, donc une opération à deux entrées. Donc si vous voulez une fonction de type opb, donc on peut maintenant parler de fonction de type opb par exemple. Ça fait sens parce que opb c'est bien un type pour une fonction. Donc opb c'est en effet le type des fonctions qui prennent de int et qui renvoient un int. Donc c'est bien une opération binaire, hein. Voilà. Donc on peut par exemple avoir add qui est bien de type opb puisque ça prend de int et ça renvoie donc l'addition entre a et b. Mul, on a la même chose mais avec la multiplication. Et vous voyez ici ce qu'on fait, c'est qu'on a déclaré un tableau tab de taille 2 dont les cases sont toutes, dont les contenus sont tous de type opb. On remplit notre tableau. Vous voyez que ça marche exactement comme les variables, hein. Donc tab 0 c'est l'adresse de add, tab 1 c'est l'adresse de mul. Et ce qu'on fait ici, syntaxe instructive, on fait appel à nos fonctions add et mul via le tableau dans lequel elles sont rangées, ou plus exactement dans lequel on a des poignées sur les fonctions. Les poignées sont des adresses. Voilà. Donc ici tab 0, eh bien c'est l'adresse de add. Donc ça veut dire que là je peux l'appeler, hein. C'est un peu surprenant la première fois qu'on voit ça, mais vous pouvez très bien appeler la case d'un tableau, pourvu que celle-ci contienne une adresse vers une fonction. Tout marche bien, tab de 0 c'est 10, 20, donc ça va vous renvoyer 30, chose qu'on affiche ici. Et tab de 1 qui contient l'adresse vers mul, de 10, 20, bah, ça va vous renvoyer donc 10 fois 20, 200. Donc tout marche bien. Il n'y a pas de problème. Évidemment, apprenez ces exemples l'un après l'autre à votre rythme. Surtout, ne bousculez pas les étapes. Et je pense que la meilleure façon de faire, c'est de tout reprogrammer vous-même. Encore une fois. Évidemment, sans aucune surprise, tout marche bien pour les tableaux dynamiques aussi. Donc là, vous pouvez très bien, au lieu d'avoir un tableau statique, instancier un tableau dynamique avec un malloc. Donc ça marche toujours bien. Vous voyez là le sizeof. Il peut prendre évidemment en entrée des types pointeurs de fonction. Il n'y a évidemment pas de mystère, tout marche de manière classique. Toujours la règle des étoiles. Une étoile de plus ici qui est l'étoile, qui est le type exact. Et vous avez ici le sizeof avec une étoile de moins. Et là le x2 parce que vous avez deux cases que vous souhaitez obtenir. Et après vous pouvez traiter votre tableau tab exactement de la même façon. Donc en gros si vous voulez ces deux lignes là, ça remplace celle-ci. Voilà, donc essayez tranquillement de faire ça. Très bien, donc pour l'instant, on sait faire pas mal de déclarations de type pointeur de fonction, également des types structurés, des tableaux de pointeurs de fonction. Donc là, essentiellement, vous pouvez faire tout l'exercice 8.1 à ce stade-là. Et on va maintenant donner le nécessaire pour justement manipuler des fonctions qui admettraient comme paramètres des pointeurs de fonction eux-mêmes. Et également des fonctions qui renverraient des pointeurs de fonction. Donc vous voyez que là on est un peu au niveau au-dessus parce qu'on est en train de commencer à écrire des fonctions qui renvoient des fonctions et des fonctions qui prennent en entrée des fonctions. Alors on sait, c'est assez limité quand même ce comportement. C'est pas quelque chose qu'on peut vraiment exploiter très très loin, mais on peut quand même faire des choses assez jolies, on va en parler dans la suite du cours. Mais il y a des langages dans lesquels ce type de comportement, qu'on appelle des fonctions d'ordre supérieur, parce qu'elles travaillent pas que sur des valeurs, mais sur des fonctions, peut être pas mal raffiné, pas mal perfectionné, et vous avez des langages comme le Camel, des langages comme le Haskell, comme le Scala, comme le Lisp, des langages fonctionnels qui vous permettent vraiment
d'écrire des fonctions de manière très élégante qui manipulent elles-mêmes des fonctions. Donc nous on sait, on va juste effleurer la notion et vous allez voir qu'on peut déjà, encore une fois, faire des choses assez intéressantes. Alors une fonction, effectivement, elle peut être paramétrée par un pointeur de fonction. Là vous avez exactement la même syntaxe que celle qu'on a mentionnée au début du cours qui vous permet de déclarer des pointeurs de fonction. Je vous rappelle que quand vous mettez des paramètres dans une fonction, c'est comme si vous déclarez des variables. Donc ici, vous avez int n, ok, int k, qui sont des paramètres classiques. Et là, vous avez un troisième paramètre qui est un pointeur de fonction identifié par f, qui prend un int et qui renvoie un int. Voilà, donc pas de difficulté. Et là, ce que fait votre fonction, c'est qu'elle va donc déclarer un compteur i, ok, pourquoi pas, et vous allez avoir une boucle qui va itérer exactement k fois, k c'est votre deuxième paramètre, et qui va remplacer n. Alors attention, là c'est un passage par valeur, donc votre valeur d'appel, elle reste intacte évidemment, mais vous allez modifier la recopie interne de n qui a été faite, et lui donner comme valeur f de n, c'est-à-dire l'image par la fonction passée en troisième paramètre, appliquée sur le n précédent. Et on renvoie n. Alors on va essayer de comprendre un peu ce que ça fait. Sur un exemple, alors ici, on écrit la fonction add1, qui est une fonction qui fait n plus 1. Voilà, donc ça prend n et ça vous renvoie n plus 1. Et là, on décide d'appeler la fonction appliquée avec n égale à 3, avec k égale à 4, et avec add1. Donc je reviens à la diapo précédente, on va essayer de deviner ce qui se passe. On a n égale à 3, k égale à 4, et vous avez la fonction f, je vais l'écrire comme ça, qui remplace x par x plus 1. Voilà, c'est votre opération. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'au début, vous avez n égale à 3. Et on remplace n par f de n. Donc vous remplacez n par 3 plus 1, 4. Et on a fait un tour de boucle ici. Vous remplacez ensuite n encore par n plus 1. Donc là, votre n courant, maintenant c'est 4, vous le remplacez par 5. Et ainsi de suite. Et vous faites comme ça 4 tours de boucle. Donc vous allez obtenir 6 et 7. Si on ne s'est pas trompé dans le dénombrement, on a donc bien 7 ici qui va être affiché. Dans le deuxième exemple, on va faire l'application, mais avec la multiplication par 2. Donc en fait, on ne va pas calculer des n plus 1 à chaque fois parce qu'on a f qui va être cette fonction-là, qui remplace donc x par 2 fois x. Donc là, vous allez avoir n qui est égal à 3 au début. Ensuite, ça passe à 3 fois 2, 6. Ensuite, à 6 fois 2, 12. Ensuite, à 24. Et ensuite, à 48. Est-ce qu'on a bien nos 4 tours de boucle? Parce que k égale à 3, oui, parce qu'on a fait une transformation ici, une deuxième, une troisième et une quatrième. Et on a donc bien 48. Vous voyez donc que la fonction appliquée, c'est en fait une fonction un petit peu plus générale que la fonction qui revient à faire la multiplication par 2 un nombre donné de fois ou l'opération plus 1, parce que vous pouvez passer n'importe quelle fonction ici au final, et donc avoir un code à peu près générique. Alors on reviendra sur cette notion dans la suite. En tout cas, donc appliquer, est-ce qu'on l'a écrit quelque part ou je vais vous l'écrire? On l'a pas écrit, donc je vous l'écris. Appliquer, ça vous renvoie en fait f de f, ainsi de suite, de f de n. Voilà. Donc composé, donc k fois. Exactement. D'accord? Donc ça vous renvoie la composée km de f sur l'entrée petit n. Ça, vous pouvez trouver pas mal d'applications. Il y a pas mal d'applications, disons, pratiques de ce type de procédé-là. Donc c'est quelque chose de parfaitement normal. Alors là, on a vu une fonction qui prend une fonction en entrée. On peut maintenant voir une fonction qui renvoie une fonction. Plus exactement, qui renvoie une adresse vers une fonction.
Donc pour ça, on procède encore une fois en 2 étapes. On commence par déclarer un alias pour le pointeur de fonction qu'on souhaite renvoyer, exactement comme ce qu'on avait fait pour les tableaux. Donc vous créez votre alias et vous définissez la fonction souhaitée, dont le type de retour est votre alias. Alors encore une fois, on a une syntaxe directe ici, mais la syntaxe directe, tout comme pour le cas des tableaux, est illisible. Donc là, on l'utilisera évidemment pas. Donc ici, pour un exemple, pour écrire une fonction qui renvoie fonction int, on aurait pu écrire ça. Donc fonction int, là ma fonction f que je souhaite écrire. Voilà, mettons, elle prend un caractère et une chaîne de caractères. Donc là, comme c'est une fonction qu'on écrit, je dois donner des identificateurs. Voilà. Et là, je dois ici écrire donc du code. Évidemment, ça ne compilera pas, pour faire en sorte de renvoyer une fonction de ce type-là. Alors on va faire un exemple. Un exemple complet là. Donc ici vous avez 3 fonctions qui sont des opérations binaires parce que elles prennent toutes 2 entrées entières et vous renvoient un entier comme résultat. Donc on a l'addition, la soustraction et le modulo. Là vous avez le type qui est commun donc à ces 3 fonctions, int, int et int. Et on décide ici, vous voyez là ce qu'on peut faire, ça vous illustre un peu les différentes possibilités. Votre fonction hopB, donc type de retour hopB, la fonction s'appelle hopaléa. Elle va déclarer un tableau interne statique de taille 3 de fonctions binaires, d'opérations binaires. Elle va remplir la première case par add, la deuxième par sub et la troisième par mode. Et ça va vous renvoyer une fonction choisie au hasard parmi l'une de ces 3-là. Donc on fait un rand modulo 3. Donc ça peut vous renvoyer l'addition, le modulo, la soustraction, de manière équiprobable. Et ça c'est intéressant parce qu'on va pouvoir écrire des fonctions qui ont un comportement aléatoire. Vous voyez ici, je peux déclarer une variable petit n, et j'écris n égale hopaléa 2, 3, 4. Alors là, vous voyez là, vous avez ici encore une fois une fonction qui est renvoyée, donc je peux l'appeler avec 3 et 4. C'est exactement le même principe que ce qu'on avait quand on appelait des fonctions via un tableau. Vous voyez que cette syntaxe-là, c'est la syntaxe analogue. Là, vous avez ici une expression qui est une adresse vers une fonction, donc on peut l'appeler. On peut l'appliquer sur des entrées. Donc là, c'est exactement la même idée. Hop, aléa ici est une expression qui renvoie une adresse vers une fonction calculée aléatoirement, donc qui dépend de la dynamique de votre programme, qui dépend de l'exécution, mais en tout cas ça va être bien une adresse valide parce que ça va être l'une de ces 3-là. Et vous pouvez donc l'appeler avec 3 et 4, et là vous avez de manière aléatoire le résultat, donc 7 si c'est l'addition, moins 1 si c'est la soustraction qui est choisie, ou 3 si c'est le modulo. Donc là ça vous donne déjà pas mal d'idées. Moi, je pense à ce que vous pouvez faire dans vos projets, dans vos programmes. Vous pouvez très bien écrire des fonctions qui ont un comportement tout à fait aléatoire suivant d'autres fonctions. Mettons, vous écrivez une application qui joue à un jeu, vous avez des IA différentes ou des comportements différents pour des monstres dans un jeu par exemple, et l'action va être de votre ennemi, de votre monstre, elle va être dirigée par une fonction. Vous créez, je sais pas, une collection de 5-6 fonctions pour des comportements différents, et vous appelez finalement une fonction finale pour choisir le comportement aléatoirement de votre personnage. Voilà, donc vous avez des possibilités qui peuvent apparaître. Alors, petite limitation, il faut quand même en parler à ce stade-là, il est impossible d'écrire une fonction qui renverrait une fonction qui n'a pas été écrite par vous-même. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre de dire ça, mais en fait dans des langages évolués, vous pouvez très bien, dans une fonction, créer de manière dynamique une nouvelle fonction que vous renvoyez. En C, ça n'est pas possible. En C, vous ne pouvez faire que des choses de ce type-là, c'est-à-dire renvoyer l'adresse d'une fonction que vous avez vous-même écrite en dur une bonne fois pour toutes. Donc en fait, vous avez qu'un comportement qui est extrêmement statique à ce stade-là. Mais c'est déjà pas si mal. C'est déjà pas si mal. Très bien, donc on va aborder maintenant la deuxième partie du cours sur la généricité. Donc déjà, je pense que pour considérer cette deuxième partie du cours, vous devez bien comprendre les pointeurs de fonction, avoir une bonne compréhension, en ayant fait l'exercice 8.1 et l'exercice 8.2. Ça c'est très important, il faut les avoir faits. Si vous avez bien suivi le cours, il n'y a aucune difficulté.
Et le 8.3 est également important, puisqu'il vous explique comment vous pouvez factoriser du code avec les pointeurs de fonction. Donc voilà, essayez de faire bien ces exercices-là avant d'aller plus loin. Mettez en pause vraiment le cours et essayez de les faire. Et on va maintenant passer donc à la généricité. En tout cas, les points les plus importants, vous allez évidemment approfondir ces notions l'année prochaine, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Alors, la définition de ce qu'est une fonction générique, la définition, disons, la plus classique, c'est qu'une fonction est générique si cette dernière peut accepter des arguments dont le type n'a pas été fixé. C'est-à-dire que le type de votre paramètre, de votre fonction générique, en fait, il peut être encore inconnu lorsqu'on écrit la fonction. Alors on peut se demander quel est l'intérêt de ce genre de procédé. L'intérêt, c'est que justement vous avez une fonction qui va être plus universelle, parce qu'elle ne va pas être vouée à se limiter à prendre en entrée des entiers, ou des caractères, ou des chaînes de caractères, ou des listes, mais elle peut prendre tout et n'importe quoi. Donc il y aura un petit peu plus de réutilisabilité de votre fonction. Donc on va expliquer ça. Donc vous avez déjà des exemples à ce stade-là, peut-être qui vont vous parler. Une fonction qui teste si deux valeurs sont égales, eh bien, en fait, quel que soit le type, votre fonction devrait marcher à peu près de la même façon. Il suffit de comparer les emplacements mémoire, éventuellement octet par octet, et voir si ce sont les mêmes, et on pourra vérifier que nos deux valeurs sont égales. Voilà, donc vous pouvez comparer, est-ce que deux int sont égaux, est-ce que deux chaînes de caractères sont égales, est-ce que deux arbres binaires sont égaux, et ainsi de suite. Donc vous pouvez écrire des choses génériques comme ça. Également, autre fonction générique, une fonction qui affiche plusieurs fois une même valeur. Que votre valeur soit de type int, qu'elle soit de type char ou qu'elle soit de type list, peu importe. Votre fonction, elle ne fait que répéter des appels à un printf formaté comme il se doit. Donc, vous pourriez avoir une fonction générique ici également. Donc là, c'est pour la généricité relative aux fonctions. On peut également avoir des données, des structures de données, qui sont génériques. Alors dans ce cas-là, la définition que l'on va adopter, c'est qu'on va dire qu'un type, structure de données ou type, en fait, ça revient finalement au même. Un type est générique si elle peut représenter des données dont, en fait, vous avez des parties dont le type lui-même n'est pas fixé. Alors on va expliquer justement ceci avec on va illustrer ceci avec des exemples. On peut avoir une liste dont les cellules contiennent des éléments dont le type n'est pas spécifié. Donc vous pourrez de la même façon, avec la même algorithmique sous-jacente, représenter des listes d'entiers ou des listes de chaînes de caractères, par exemple. Vous voyez qu'en fait, là, à la limite, la recherche d'un élément dans une liste, que votre liste soit une liste d'entiers ou une liste de chaînes de caractères, l'algorithme est le même. Il suffit de parcourir votre liste de la tête au maximum et vous arrêtez quand vous avez trouvé la bonne valeur. Pareil pour les arbres binaires, c'est exactement là le même principe. Et les tableaux aussi, un tableau peut être générique si ces cases contiennent des valeurs de type qui ne sont pas encore totalement déterminées. Alors comment on va faire ? On va utiliser une particularité du C qui est le type void étoile. Alors ça, c'est un type offert de base dans le langage qu'on a déjà commencé à étudier parce que quand on a fait l'usage des malloc, on a vu que malloc vous renvoyait un type void étoile. Et en fait, le type void étoile, c'est le type le plus général possible et c'est pas un hasard pour les adresses. Ça veut dire que vous pouvez prendre une adresse de type void étoile et la spécialiser ensuite à un type souhaité pour gérer la zone de la mémoire comme vous souhaitez le faire au final. Donc malloc, c'est un type générique. En gros, si vous voulez, c'est un objet non tout vide, il n'est pas décoré, il n'y a pas d'étiquette dessus. Et après, vous allez pouvoir estampiller que votre objet est de type int, de type char, etc. plus tard. Voilà, donc void étoile, c'est vraiment votre matière première que vous allez ensuite façonner suivant les usages que vous souhaitez employer, que vous souhaitez mettre en œuvre. Donc void étoile, c'est le type pointeur générique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous avez un pointeur générique, vous allez devoir convertir votre pointeur en le type
de travail que vous programmeurs connaissez pour effectivement convertir votre pointeur générique en un pointeur vers un int, vers un float, vers ce que vous voulez, qui fera sens pour vous. Donc il faudra faire appel à un opérateur de coercition. Pourquoi? Parce que, et ça c'est très très important, je vais l'écrire ici. Donc, très important. Ne jamais déréférencer un type void étoile. Si vous écrivez, alors on va reprendre notre programme, vous allez voir ça va être instructif l'erreur qu'il va nous mentionner, donc j'efface ce qu'on a expliqué pour l'instant sur les pointeurs de fonction. À ce stade là j'espère que c'est où ça va être acquis pour vous. Alors là je vais faire quelque chose de tout simple, hein. Je vais déclarer un void étoile x, donc là j'ai un pointeur vers un void étoile, alors évidemment ça compile avec un warning parce que j'ai pas utilisé x, et là je vais déréférencer x. Alors là il devrait me dire une erreur. Alors il me dit juste un warning, mais ça c'est considéré comme une erreur chez nous. Il vous dit que vous êtes en train de déréférencer void étoile, et ça effectivement il vous met en garde, ça n'est pas censé marcher. Parce que vous ne connaissez pas la taille réelle de votre zone mémoire qui commence en X. Donc pour exploiter une donnée pointée par un void étoile, il faut commencer par convertir le void étoile en un T étoile adéquat. Donc ça veut dire qu'il va falloir tout d'abord écrire quelque chose comme ça. Donc je vais écrire ici un type, mettons, c'est un char, hein, qui va me permettre de recueillir la valeur souhaitée. Et donc vous allez écrire C égale char étoile coercition de X. Voilà, et là vous n'allez pas avoir de warning autre que celui qu'on n'a pas utilisé C, et que X évidemment n'est pas initialisé, mais ça ne rentre pas dans notre intérêt à ce stade-là. Donc voilà, très important, il faut impérativement déréférencer votre void étoile. Donc ça on l'a expliqué. Donc ici un petit exemple, alors ça c'est vraiment un exemple très très standard, justement un exemple qui illustre ce qu'on a expliqué ici, une fonction qui teste si deux valeurs sont égales. Alors comment on va faire pour représenter des valeurs? Ici vous avez deux pointeurs génériques x et y et un nombre d'octets. Et là votre fonction, qu'est-ce qu'elle est censée faire? Elle est censée, eh bien, regarder en mémoire à partir de l'adresse x, regarder en mémoire à partir de l'adresse y, donc octet par octet, et regarder si les NBO octets qui suivent ces deux adresses-là sont les mêmes. Alors je vais vous faire un petit exemple. Ici vous avez votre mémoire. Et là vous avez, mettons, à partir de l'adresse x, vous avez donc des octets. Alors je vais les écrire en hexadécimal. Par exemple, vous avez l'octet 0A. Ensuite, vous avez un octet 1,2, un octet AA, un octet F2, par exemple. Puis là, vous avez d'autres contenus. Y, lui, il va pointer vers un endroit de la mémoire quelconque aussi. Mettons, vous avez aussi 0A comme valeur pour le premier octet. 1,2 ici. Là, vous avez, mettons, AB. Là, vous avez FF, et ainsi de suite. Là, vous pouvez vous apercevoir qu'effectivement, à partir de l'adresse X, tout comme à partir de l'adresse Y, pour les deux premiers octets, vous avez exactement les mêmes valeurs. Donc ça veut dire que les variables qui tiennent sur deux octets à partir des adresses X et Y sont les mêmes. Donc entre guillemets, si vous avez X et Y qui sont voués à être des pointeurs sur short tient sur deux octets, vous avez les mêmes valeurs. Donc ça veut dire que si vous appelez ega avec 2 pour 2 octets X et Y, ça doit vous renvoyer 1, ça doit vous renvoyer vrai. Tandis que si vous appelez ega mais avec 3 sur X et Y, comme vous voyez qu'ici les troisièmes octets sont plus les mêmes,
ceci est censé vous renvoyer faux, 0. Alors comment on va écrire ça? Alors en fait c'est pas si dur, c'est pas si difficile, ça peut paraître un peu mystérieux, et je vous invite vraiment à mettre le cours en pause et à réfléchir un petit peu vous-même. Comment est-ce qu'on pourrait comparer eh bien, les NBO premiers octets à partir de l'adresse X, à partir de l'adresse Y. Donc là, notre algorithme, il est simple, ce serait une boucle qui va boucler sur ces NBO aux premières valeurs. Mais il faut mettre en place des bonnes conversions pour faire le travail. Un petit indice, utilisez le type char, puisqu'un char n'est rien d'autre qu'un octet. Donc ça vous permettra de faire des comparaisons octet par octet. Allez-y, mettez sur pause et on reprend pour la solution. Ok, donc voici la solution. Vous commencez par déclarer deux pointeurs vers des caractères XC et YC qui vont nous servir en fait à parcourir donc le segment qui commence à partir de l'adresse X et celui à partir de l'adresse Y respectivement avec XC et YC. Et on a I qui est notre variable de boucle. Ici on commence par faire pointer XC à la même zone que celle pointée par X, mais en la regardant comme une zone de caractère. Donc vous faites ici une coercition qui est exactement celle qu'on a expliquée ici pour exploiter la donnée pointée par un void étoile, commencer par convertir le void étoile en un type adéquat. Donc là le type qui nous intéresse c'est le type caractère parce que c'est notre atome en fait, c'est vraiment notre donnée la plus petite possible que l'on peut lire en mémoire et qui va nous servir donc à considérer les NBO justement premiers octets. Donc vous avez ici un pointeur vers le premier octet de X et Y, c'est un pointeur vers le premier octet de Y. Maintenant vous allez mettre en place votre boucle, I égale à 0 jusqu'à I égale à NBO-1. On incrémente I à chaque tour de boucle. Et ici on peut maintenant comparer les octets avec l'opérateur de comparaison des entiers. Voilà, donc XC crochet I, on peut voir ça vraiment comme un tableau. S'il est différent de YC crochet I, on renvoie 0. Alors cette syntaxe, elle est évidemment équivalente à celle-ci. Une déréférenciation de XC plus I. On peut écrire ça comme ça. Si vous avez écrit ça quand vous avez imaginé la solution, c'est parfait aussi. Mais on peut juste utiliser cette syntaxe-ci qui est un peu plus concise. Et si vous avez réussi à faire vos tours de boucle sans trouver de différence, ça veut dire que tout le monde est égal et donc vous renvoyez 1. Et ça, c'est une fonction générique parce que peu importe les types des segments ici en mémoire, ça va marcher exactement de la même façon. Que vous ayez ici un int, un char, un short ou même un type structuré, tout va marcher de la même façon. Alors voici ici un exemple d'utilisation. Vous pouvez comparer les valeurs de deux variables de type grand T quelconque, T1 et T2, en mettant simplement ici size of de T, puisque size of de T c'est bien le nombre d'octets sur lequel vos variables T1 et T2 sont censées être représentées. Ok, donc on peut aller maintenant un peu plus vite. Si vous avez compris cet exemple-là, c'est vraiment parfait, puisque les autres exemples sont en fait finalement des variantes de ça. Alors, on peut mélanger un peu le void étoile, plutôt le void étoile ici avec les pointeurs de fonction. Là, vous avez une fonction qui va prendre un void étoile étoile. Donc là, il faut avoir une bonne maîtrise des pointeurs quand même. Vous avez donc ici un tableau de pointeurs génériques. Vous voyez, void étoile, c'est un pointeur générique. Vous rajoutez une étoile, ça vous fait donc un tableau de pointeurs génériques. Et là, vous avez ici une fonction qui ne renvoie rien. Donc là, c'est un void. Soyez pas perturbé par le void étoile, ça n'a rien à voir. C'est juste un void qui prend une donnée générique et qui vous l'affiche en fait. Voilà, ça vous fait un effet de bord. Donc c'est pour ça que ça renvoie rien et ça vous l'affiche. Et ça, c'est donc une fonction générique qui vous affiche un tableau. Donc vous voyez ici, vous avez donc un tableau de taille n, de données génériques qui est passé, et vous allez donc juste appeler la fonction d'affichage n fois, en donnant ici en entrée la imcase du tableau. Et on met ici, on imprime ici une espace à chaque tour de boucle pour avoir un affichage à peu près propre. Donc ça, c'est une fonction qui est générique parce que si vous souhaitez l'utiliser,
pour afficher un tableau, vous n'avez pas besoin de réécrire vous-même votre fonction afficher tableau d'entier, afficher tableau de caractères, afficher tableau de chaîne de caractères. La seule chose que vous ayez à faire, quand vous avez cette fonction-là, c'est d'écrire une fonction qui vous affiche un élément. Et cette fonction, vous allez la donner comme troisième entrée ici, pour la répéter en fait un nombre de fois souhaité. Petit n ici. Donc regardez bien cet exemple-là, il est vraiment pas compliqué. La plus grosse complexité de cet exemple-là, c'est une complexité syntaxique. À cause du C qui n'est pas un langage totalement adapté pour réaliser ces tâches-là qui sont relativement pour lui déjà un peu avancées. Alors voici un exemple. C'est bien de savoir écrire la fonction, c'est mieux de savoir l'utiliser. Ici, vous avez la fonction aftab qui a été écrite, donc celle qu'on vient de faire, et vous avez un tableau tab de taille 13 de pointeurs sur des entiers. Donc ça veut dire que votre tableau tab, c'est un int étoile étoile. Donc là, vous allez écrire une fonction afint, qui est une fonction du même type que af élément. Donc il faut qu'elle ait un void en retour et un void étoile en entrée. Donc c'est pour ça qu'ici, pour afficher un entier, je mets un void étoile x. J'écris E, et là, ce que je fais, vous voyez ici, je prends x, je vais l'écrire ici en deux temps, je fais une coercition, donc on aurait pu écrire ça en fait, int étoile ptr int, on aurait pu écrire ptr int égale int étoile de x, et on aurait pu écrire E égale étoile de ptr int. Sauf qu'on décide directement de mettre l'étoile ici, directement là devant. Donc ça vous donne étoile int étoile x. Cependant ça, c'est ambigu parce que l'étoile doit porter sur toute l'expression. Donc on met une parenthèse en plus ici, un jeu de parenthèses. Et c'est exactement cette expression-ci. D'accord? Donc pas de difficulté. Donc là on fait la déréférenciation en même temps que la coercition de x. Et on l'affiche. Parce que c'est l'effet de bord attendu. Là, vous avez la version raccourcie avec le printf à l'intérieur. Donc là, vous avez même une seule ligne. Pourquoi pas? Donc pour faire votre affichage, vous allez donc appliquer aftab avec tab en entrée. Là, on a fait la coercition vers void étoile étoile, mais elle est facultative, puisque on pourra toujours considérer un tableau de int étoile étoile comme un tableau de void étoile étoile. En tout cas, on sait. Dans d'autres langages, c'est un peu moins clair. C'est un tableau de taille 13. Et vous avez ici la fonction afint, qui est donc celle qui est employée. Encore un exemple. Ici, on veut manipuler un tableau dont les entrées sont de type date. Date, c'est simplement un type structuré dans lequel vous avez 3 champs, jour, mois et année, tous codés par des entiers. Donc ici, vous avez la fonction analogue à la précédente d'affichage d'une date, donc void %d, là vous faites la coercition plus la déréférenciation, et on affiche notre date ici au format standard, donc avec les tirets que vous connaissez bien, qui séparent donc le jour, le mois et l'année. Et donc ici vous avez donc votre tableau passé en premier argument, 23 qui est sa taille, et la fonction affichage de date. Vous voyez que votre fonction est générique, encore une fois, parce qu'elle marche aussi bien avec des tableaux d'entiers qu'avec des tableaux de données de type date. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Un des derniers exemples qu'on va voir, les listes génériques. Alors ici, on veut manipuler, on veut écrire des fonctions pour manipuler des listes dont les éléments qui sont attachés à leurs cellules sont d'un type qui n'est pas fixé. Voilà, c'est plutôt pratique d'avoir une librairie qui va vous manipuler des listes de cette façon-là, pour avoir simplement à écrire qu'une seule fois les algorithmes. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est que simplement votre champ élément, alors là le reste est identique, mais le champ élément, c'est un void étoile. Void étoile cellule, donc typedef cellule étoile liste, et tout marche finalement de la même façon pour le reste. Alors on va faire un petit exemple ici pour l'affichage de votre liste. Donc ici vous écrivez liste lst, votre fonction d'affichage d'un élément, alors c'est exactement la même entrée que celle qu'on a vue tout à l'heure pour les tableaux, votre fonction générique, et vous parcourez votre liste en faisant appel à la fonction d'affichage. Voilà, donc tout marche bien. Vous pouvez également, vous regarderez les diapos tranquillement à votre allure, mais là ce qu'on fait ici, c'est qu'on crée
une liste maillon par maillon, cellule par cellule, et on l'affiche par l'intermédiaire de la fonction affint, parce qu'on a ici affaire à une liste d'entiers. Alors un petit exercice que vous pouvez faire, c'est d'écrire vous-même des fonctions génériques sur les listes, comme la fonction d'affichage, on vient de le faire, mais la fonction qui calcule l'élément à un indice spécifié, donc ça vous renvoie ici un void d'étoile, qui est l'élément de la IM cellule. Une fonction qui teste si votre liste est triée, donc là vous avez ici une fonction qui teste si deux éléments sont dans le bon ordre. Est-ce que cet élément-ci est inférieur à cet élément-là? Donc je vous laisse réfléchir un petit peu comment faire, mais cette information est suffisante pour savoir si une liste est triée dans l'ordre croissant, mais aussi dans l'ordre décroissant. Il suffira de coder différemment votre fonction est inférieure par l'ordre dual par exemple, pour tester si elle est justement triée dans l'ordre inverse. Une fonction pour calculer le max qui marche toujours avec cette fonction est inférieure, ça va vous permettre de mettre à jour le maximum local du préfixe de votre liste parcourue à tout instant de l'exécution de la fonction. Voilà, donc vous regarderez ça tranquillement, il n'y a pas de difficulté majeure. Et on va terminer maintenant très rapidement le cours sur un exemple complet d'implantation de monoïdes. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, juste pour expliquer les choses très brièvement. Vous savez tous qu'en maths, un monoïde, c'est une structure dans laquelle vous avez un ensemble d'objets, une application qui est un produit, justement une opération binaire, ça vous prend deux éléments et ça vous calcule un troisième élément, qui est donc associative. Voilà, donc ça veut dire que vous pouvez manipuler des expressions en enlevant les parenthèses, donc c'est assez pratique. Et vous avez aussi une unité, donc un élément neutre. J'ai pris cet exemple-là parce qu'en informatique, les monoïdes sont des structures très très importantes. Vous verrez ça plus tard à partir de la L3 quand vous ferez un peu de compilation par exemple. Donc vous avez quelques exemples de monoïdes, par exemple le monoïde additif, des entiers naturels, le monoïde multiplicatif. Donc vous voyez que pour l'addition 0 est l'élément neutre, pour la multiplication c'est 1 qui est l'élément neutre, donc voilà. Vous avez également le monoïde libre, qui est le monoïde des chaînes de caractères, où l'opération c'est la juxtaposition des chaînes, qu'on appelle aussi la concaténation, et l'élément neutre c'est la chaîne vide. Voilà, donc vous avez peut-être vu ce monoïde-là quand vous avez travaillé avec les automates et les langages. C'est la structure algébrique qui est sous-jacente à cette théorie. En tout cas l'une parmi bien d'autres. Alors pour réaliser les monoïdes, on se fixe la spécification suivante. On veut implanter une structure générique pour représenter des monoïdes dans laquelle en fait la généricité porte sur la nature des éléments de votre structure. Ici vous voyez que là vous avez des nombres ou des chaînes de caractères et on veut avoir finalement le même type pour représenter tout ça. Et on veut aussi implanter une fonction générique d'exponentiation, c'est-à-dire une fonction qui va élever à la puissance n un élément x d'un monoïde. Donc ça va vous calculer x fois x fois x fois x, etc. n fois, où le fois, le produit, c'est l'opération du monoïde lui-même qui est utilisée. Ok, donc on aboutit à ce type-là. Alors là, il est un peu dur à imaginer quand on n'a pas l'habitude, mais pour représenter un monoïde, en fait, on a besoin de deux choses. On a besoin de l'unité du monoïde et on a besoin de son produit. Donc l'unité, c'est un champ générique, un void d'étoile, et le produit, c'est une fonction générique. Donc vous avez ici produit qui est l'identificateur de votre pointeur de fonction, de votre champ. Ça prend deux objets et ça vous en calcule un troisième. Vous voyez que là, il n'y a que des void d'étoiles. On a un type ultra générique en fait, en quelque sorte. Voilà, donc si vous souhaitez représenter le monoïde des entiers naturels, donc vous pouvez recoder la fonction add toujours avec les mêmes mécanismes de déréférenciation. Alors ici, comme on renvoie un void d'étoile, il faut faire un malloc. Voilà, un malloc pour un int, et là vous faites le calcul avec donc des référenciations dans tous les sens et coercition préalable pour que ça marche bien. Et le monoïde se crée comme ça, donc monoïde madd. Donc l'unité c'est le 0, alors il faut bien mettre une adresse ici parce que vous avez, je vous le rappelle, une adresse pour ce champ-là. Donc c'est pour ça que vous avez ici instancié la valeur 0 dans une variable pour que celle-ci possède une adresse, ça doit être une left value. Donc voilà, donc vous avez une adresse pour ce champ-là et pour le produit également, qui est l'adresse de la fonction add.
Vous pouvez faire la même chose pour le monoïde de la multiplication, tout marche bien. Et pour le monoïde libre, alors là c'est à peu près la même façon, sauf que vous avez des chaînes de caractères. Donc ici le produit du monoïde c'est la concaténation, donc il faut recoder la fonction en fait qui vous permet de juxtaposer deux chaînes de caractères. Donc là, je vous passe les détails techniques, mais vous faites simplement une recopie de chaîne dans un nouveau segment de taille suffisante. Hein. Vous avez un +1 pour mettre le nouvel anti-slash 0. Donc là, ça vous renvoie bien une chaîne de caractères issue de la concaténation des chaînes U et V. Et le monoïde libre, eh bien, c'est le monoïde qui possède l'unité chaîne vide comme élément neutre et comme produit la concaténation. Et pour l'exponentiation, eh bien, on peut écrire quelque chose comme ça. Ça va prendre donc un monoïde, un de ses éléments, et le n pour coder eh bien, la puissance, et ça vous renvoie un void d'étoile. Alors ici, vous avez donc l'algorithme d'exponentiation dichotomique. Exponentiation dichotomique. Alors vous êtes censé l'avoir probablement vu. Si c'est pas le cas, je vous invite à vraiment regarder. C'est un algorithme qui est très très intéressant pour élever une valeur à une puissance de manière efficace, c'est-à-dire logarithmique par rapport à n. Alors ici, si n égale à 0, vous renvoyez l'unité parce qu'en fait x puissance 0, c'est l'élément neutre relativement à votre opération de puissance. Sinon, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre dans une variable locale la puissance de x, mais à la moitié seulement, n divisé par 2. Et en fait, si n est pair, il suffit de renvoyer tmp fois tmp pour obtenir en fait x puissance n. Vous voyez qu'en fait là, vous avez fait que la moitié du calcul, donc vous gagnez évidemment en efficacité. Sinon, si n est impair, en fait, il faut renvoyer tmp fois x. C'est exactement ce qu'on fait ici. M produit de x par tmp fois tmp, qui s'obtient par, comme on l'a fait ici, m produit de tmp. Voilà, et donc tout ça marche bien. Je vous invite à bien programmer ça avec les exemples qu'on va faire ici. Ici, on prend le monoïde des entiers pour l'addition, on prend comme valeur la valeur 5, et on veut élever 5 à la puissance 3, mais dans le monde de l'addition. Donc ça ne va pas faire 5 fois 5 fois 5, mais 5 plus 5 plus 5, 15. D'accord, 5 puissance 3, dans un monde additif, ça fait 15. 5 plus 5 plus 5. Addition de 5 avec lui-même 3 fois. Dans le monde multiplicatif, ça vous fait la vraie puissance que vous connaissez, 5 fois 5 fois 5, 25 fois 5, c'est-à-dire 125. Et dans le monde des chaînes de caractères, dans le monde du monoïde libre, vous voulez élever la chaîne AB à la puissance 4, ça vous fait donc AB répété 4 fois, donc AB, 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 AB. Voilà, donc essayez d'implanter ça tranquillement vous-même. Les exercices à faire, ce sont les suivants. Alors ici, pour la généricité. Alors important, l'exercice 9.1, il est beaucoup plus simple que ce qu'on a vu ici en cours, donc faites-le, hein, ça vous donnera un bon échauffement pour la suite. L'exercice 9, on l'a quasi fait là. Le 9.2, on l'a quasi fait parce que on a finalement recodé cette fonction-là en cours. Mais ça ne vous empêche pas de refaire l'exercice et les questions annexes qui sont là, qui sont intéressantes. Et le 9.3 et le 9.4 sont aussi des exercices à faire, à considérer. Le 9.3 est peut-être moins important que le 9.4. Donc essayez de faire en priorité le 9.1, le 9.2 et le 9.4. Voilà. Donc c'est déjà pas mal, et je vous invite à faire un autre exercice qui consiste à faire ceci, donc lire la documentation de la fonction qsort. Donc la fonction qsort, c'est une fonction du langage C, donc vous pouvez y accéder à la documentation par un man qsort. Donc elle est dans stdlib quand même, donc il faut l'inclure. Donc je vous invite à le lire, hein, que ce soit dans le man ou en ligne, hein, peu importe, et à essayer de la faire marcher. C'est-à-dire, vous lisez la documentation et vous devez utiliser
cette fonction qui est une fonction qui vous sert à trier en fait, pour trier des tableaux de int, de short, et on va dire de chaîne de caractères. Voilà, si vous savez faire ça, vous avez compris l'utilisation de qsort. Alors vous allez l'utiliser en L3 très probablement, donc c'est bien de savoir l'employer, de vous familiariser avec. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il reste un cours la semaine prochaine. Je pense qu'on va faire de la génération aléatoire et peut-être un peu de mémorisation. On va voir. Entre-temps, révisez bien ce cours. N'hésitez surtout pas à me poser des questions si vous avez des points qui méritent des éclaircissements. Bon courage à tous.